Je suis Glé Diallo et je suis médecin psychiatre, pédopsychiatre aussi. J'exerce à Teladoc House depuis déjà un bon 6 ans. Donc, j'ai un parcours professionnel assez diversifié. J'ai eu affaire à beaucoup de situations difficiles. Ça fait plus de 10 ans avec un autre psychiatre avec qui on a lancé les projets, justement. On avait déjà réfléchi à ça, au besoin de pouvoir aider ces familles qui ont beaucoup de mal à déplacer, qui ont beaucoup de besoins, qui comprennent leur situation, qui viennent en leur aide. Le problème, c'est que aller vers cette famille en présentiel, c'est aussi difficile. Le temps médical, il est assez prégnant, il est pris partout, à tout le moment. On n'a pas cette possibilité comme ça d'aller vers les familles, parce que quand on va dans une famille, on est au moins pour 2 heures. Donc, c'est 2 heures qu'on va voler des temps présentiels dans le cabinet. Donc, cette idée, c'était justement de pouvoir aider ces familles-là qui en ont énormément besoin. Les équipes aussi, qui interviennent aussi à domicile et qui sont désemparées, sans soutien nécessaire pour pouvoir intervenir. Je dirais que c'était une passion. En fait, je vous ai dit avant, on avait déjà imaginé ces projets-là et quand la demande est venue de créer quelque chose qui pouvait être performant, qualitatif et impactant vraiment, ça a déclenché vraiment l'idée de on va le faire bien et on va le faire pour toujours. Donc, c'était de pouvoir faire quelque chose qui montre ce que nous sommes capables de faire, même à distance. De montrer qu'un travail en psychiatrie peut être au-delà simplement d'une simple consultation dans un cabinet. Différemment de ce que peuvent penser les personnes, on va construire une consultation en télémédecine comme on fait aussi au cabinet en présentiel. On doit organiser. Par contre, ce qui peut-être est différent de temps présentiel, c'est que c'est une organisation qui doit se faire conjointement avec les équipes avec qui on va travailler. Et donc, ce temps, il doit bien être organisé, il doit être fonctionnel. Donc, l'entretien, elle se procède normalement d'abord sur un accueil de la personne, savoir qui nous s'est présenté et savoir qui nous avons fait, discuter, évaluer, observer. En télémédecine, par contre, l'observation devient un élément essentiel, surtout quand on va faire des enfants qui ont des troubles de neurodéveloppement comme l'autisme ou le TDAH, qui a besoin qu'on observe cet enfant, qu'on observe comment il est, comment il fonctionne, comment il va se comporter, quelle est la difficulté qu'on va observer dans des activités ou dans les interactions qu'il peut avoir, pas simplement avec les médecins à distance, mais aussi avec ces personnes qui sont en présentiel. Donc, il est nécessaire d'avoir une organisation de temps avec un temps de recueil d'informations, un temps d'observation, un temps d'entretien, un temps de discussion. Oui, ça peut paraître prétentieux, mais oui. Et je pense que c'est une question que vous pouvez poser à toute l'équipe médecin qui sont actuellement dans ces projets. Et vous allez vous rendre compte que oui, on peut créer des liens. Les liens, ils ne se créent pas du fait qu'ils soient en présence, mais du fait que la qualité de l'écoute que vous proportionnez et de ce que vous proportionnez comme qualité d'échange, d'attention et de professionnalisme. Donc, c'est ça qui fait les liens. Et je peux vous dire que les personnes sont assez à l'aise, les enfants et les ados, par exemple, et c'est une public qui est quand même assez difficile, l'approche, mais on peut être vraiment surprise et étonnée par ce qu'ils peuvent donner pour l'échange qu'on peut avoir avec les personnes. Les liens se créent. On va travailler aussi avec un matériel qui est assez performant. Justement, je pense qu'il y a un grand différentiel dans ce qu'on fait par rapport aux telles consultations habituelles. C'est justement l'utilisation d'un équipement qui permet à l'individu, tantôt du côté médical comme du côté du patient, d'avoir
un temps d'immersion dans l'entretien parce qu'on va utiliser des caméras spécifiques à l'observation de l'enfant, des caméras qui vont pouvoir bouger dans toute la pièce et observer l'enfant en mouvement, en action. C'est pas quelque chose de rigide et donc on peut observer l'enfant pendant tout l'entretien avec une qualité assez impressionnante, je dirais. Les familles, au début, elles sont réticentes quand on parle de faire des entretiens avec les enfants en vidéoconférence, justement parce qu'ils disent, mais vous n'allez pas pouvoir observer, il ne va pas pouvoir rester. Et justement, quand ils voient le matériel, ils voient comment ça se passe, ils sont plutôt rassurés parce qu'ils se rendent compte qu'on ne va pas rester dans une image figée et que justement, on va pouvoir observer l'enfant dans tout ce qui se passe. Un enfant, par exemple, qui est en TDAH, vouloir qu'il reste assis pendant 20 minutes, 30 minutes, impossible. Et les familles disent, mais vous allez voir quoi? S'il reste assis, vous n'allez pas voir exactement ce que je vous dis, qu'il n'arrête pas de bouger. Mais justement, on peut voir qu'il bouge tout le temps. Et même quand il est assis, on va pouvoir l'observer dans sa totalité. Et on va pouvoir regarder les petits gestes qui sont anodins à principe, mais qui sont des gestes qu'on sait qui sont nécessaires pour les enfants. Par exemple, pour pouvoir stabiliser, rester face à un adulte, ils vont bouger les jambes, ils vont bouger les mains. Qui si vous n'avez pas une vue un peu plus large, vous allez regarder simplement la tête et vous n'allez pas observer tous ces mouvements-là. Et donc, justement, ces caméras-là, ce que l'on va utiliser comme équipement, permet toutes ces observations-là. La salle d'inédit, ce n'est pas une salle banale. On va demander à l'institution, justement, de faire très attention à ça, avec une salle dédiée pour pouvoir bien positionner les caméras et qu'on puisse avoir aussi des espaces différenciés pour pouvoir voir les parents et voir l'enfant en activité. Il faut savoir qu'on a 2 caméras permanentes, donc on peut tout à fait faire l'entretien avec les parents d'un côté et observer les mouvements de l'enfant de l'autre côté. Donc ça permet vraiment d'avoir une vue assez large de tout et cet aménagement-là est important pour éviter les angles morts, pour éviter la perte de qualité d'observation qu'on peut avoir. C'est un aspect essentiel. En fait, il faut comprendre, vu la pénurie de médecins qu'il y en a, vu l'importance qui est notre travail, le médecin, il n'est pas simplement clinicien, il est un expert pour les institutions, ce qui permet justement d'avoir un travail un peu plus large que simplement la question de l'individu qu'on voit seul. Le médecin, il va composer cette équipe, il va être les médecins de l'institution et donc cette réunion, ce travail d'équipe permet d'impacter au-delà de simplement l'entretien que le médecin fait avec la personne. Il va impacter dans le fonctionnement, dans l'organisation, sur des modèles de prise en charge, sur les orientations et les préconisations des prises en charge qui sont importants dans des tableaux cliniques et qu'on commence à connaître au mieux. Il y a 2 choses. Il y a les demandes initiales qui est faite par le SMS et il y a la demande qui arrive au long de l'organisation. Donc la demande initiale, c'est on a besoin de médecins. Il n'y a pas de médecins. On est en difficulté, on ne peut pas faire des ordonnances, on ne peut pas faire des prises en charge. On a besoin de médecins qui viennent, qui fassent des diagnostics. On dit oui, mais on ne va pas résumer ce travail-là. Donc on commence à travailler. Ils voient justement que plus qu'un médecin, ils ont un expert. Et cet expert permet d'élargir justement l'action. Et donc, ils comprennent maintenant que le médecin, c'est un médecin institutionnel et qu'à partir de là, ils veulent un médecin qui, justement, puisse échanger, qui puisse faire des préconisations, des recommandations, de regarder le fonctionnement de l'institution. Donc, la demande qui est initialement une demande d'urgence médicale, elle passe à être une demande de construction des soins. Donc ça, c'est important et c'est ça qui est valorisant aussi. Et aussi, l'autre différence est justement, maintenant qu'on commence à être un peu connus, les institutions, elles arrivent en sachant ce qu'on a, ce qu'on peut faire. Et donc, ils viennent dire, on sait que vous êtes capable. Est-ce que vous pouvez répondre? Donc, ils viennent avec des demandes maintenant qui sont plus construites. On n'est plus dans l'urgence, mais on est dans la construction d'un modèle de soins.
on est dans une construction d'un soin au long de la vie de l'individu. Donc, on va revoir cet individu et on va revoir aussi les équipes. On va rediscuter de la situation des équipes avec cet enfant, avec l'adulte, comment ça va évoluer. Donc, le travail chez Nedzi, il est un travail dans les temps. Nedzi nécessite d'une organisation tantôt de notre côté, mais du côté de l'institution. Donc, c'est un partenariat qu'on va faire avec l'institution. Et dans ces partenariats-là, il existe une figure de l'autre côté qu'on appelle de référente à la médecine, qui va être ce qu'on dit toujours, les bras et les yeux du médecin dans l'institution. Ça veut dire que cette référente à la médecine-là, c'est lui qui va s'organiser, qui va être l'interlocuteur direct avec les médecins dans l'organisation et pour que ça se passe bien, cet entretien, que ça se passe bien, que ça se déroule bien, la présence du médecin institutionnel. Donc, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit engagé, investi et qui puisse faire un vrai pair avec les médecins dans la construction et dans l'organisation du temps médical. Une organisation qui doit être vraiment réfléchie et pensée pour qu'elle soit fonctionnelle et impactante. Il y a beaucoup de souvenirs en fait. Chaque rencontre, elle a une particularité de voir des personnes et des familles qui sont parfois en grosse difficulté et qui ont besoin d'une écoute et qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Et en fait, j'ai une activité un peu particulière qui est celle du diagnostic et de l'autisme. Et je suis toujours admiratif des parents parce qu'ils viennent avec beaucoup de peur, avec beaucoup de crainte, sans savoir ce qui les attend. Déjà parce qu'ils viennent pour un diagnostic qui n'est pas simple, qui est la mise en éclairage des difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec leur enfant, et tout ça à distance. Donc, c'est quelque chose qui c'est toujours très difficile, c'est un moment très particulier. Et à la fin de chaque entretien, à la fin de chaque événement, je pose la question aux parents si ça a été pour eux, si c'est confortable, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils sont satisfaits de ce qui a pu se passer ou s'ils ont des choses à revoir ou à préciser. Et en fait, ils sont toujours très soulagés. Et ça, c'est important parce qu'ils le disent. Ils peuvent dire « Non, enfin, je suis bien. Enfin, j'ai compris. J'ai eu peur au début, mais là, non, ça va. Je suis contente, je peux dire tout ce que j'ai à dire. » Et toutes les recueils sont comme ça. Hein? Et ça, c'est très impactant pour moi, en tout cas. J'aime beaucoup parce que vraiment, ils sont satisfaits. Et ça, c'est important. Et je veux que les personnes sortent de là étant satisfaits au moins, même si ils ne seront pas forcément satisfaits du diagnostic qui est fait, hein, mais au moins qu'ils aient le sentiment qu'ils aient été entendus, qu'ils n'étaient pas dans l'erreur, parce que les parents viennent avec beaucoup de craintes. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai pas observé correctement? Il faut pouvoir leur dire non, votre observation est correcte. Ce que vous voyez, c'est exactement ça. Alors, je vous explique ce que vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui pour eux est très important. On voit beaucoup de patients qui viennent, des jeunes, des adolescents surtout, qui viennent et qui sont tout au début très réticents et qui disent « Mais vous êtes qui, vous? Vous faites quoi? Pourquoi vous venez me poser des questions? Je ne sais pas si je veux revenir. » Et ils arrivent toujours en disant « On va voir. Essayez de me convaincre que vraiment, vous êtes quelqu'un que je peux faire confiance. » Et c'est marrant parce qu'à la fin, ils disent « Ok, c'est bon, je reviens. Je vous aime bien, hein? » À la fin. Et ça, c'est assez drôle. Je lui dirais, venez. N'ayez pas peur, vous allez être content de travailler de cette manière-là. Vous allez être satisfait de ce que vous pouvez faire. Vous avez un savoir-faire qu'il ne faut pas que ça reste à quelques-uns, mais que vous pouvez impacter énormément. Et ça, c'est une vérité. Tous les médecins avec qui on travaille actuellement, tous les médecins, absolument tous, ils sont contents de travailler avec nous et ils commencent timidement, vraiment avec très peu de temps, et tout de suite après, ils disent « Ok, j'y vais, tu peux me mettre, c'est bon, j'ai confiance en toi,
Ça les fait vraiment. Je suis contente. Ils sont contents. Ils créent de vrais liens avec les équipes. Et donc, n'hésitez pas, venez. Allez, venez voir. En 3 mots, c'est engagement, savoir expert et qualité.